Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de technologie. C'est ici où on entre en contact avec vous pour peut-être vous éclairer, peut-être philosopher ensemble sur des points de vue, sur les nouveautés technologiques, sur le marketing numérique. Aujourd'hui, un podcast spécial. On discute ensemble des usines à trolls et du piège de la désinformation. On va pouvoir regarder les différentes approches, où on en est rendu, qu'est-ce qui se passe de nouveau ou pas. Je suis encore joint cette semaine avec Michel Bouchard lui-même. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô tout le monde, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Malgré que c'est un sujet pas. C'est un sujet le fun à jaser, mais c'est pas un sujet le fun à vivre. Non, c'est ça, C'est un pas du bon tout. sujet aujourd'hui. Oui, on a quelque chose là. On a du solide, on a quelque chose qui se tient, je suis pas sûr qu'on va on va pouvoir couvrir tout ce qu'on veut dire. Ouais, Je le sais que c'est un sujet qui te touche beaucoup. C'est un sujet qui me touche aussi énormément. Tu t'es déjà prononcé là-dessus à plusieurs reprises dans les podcasts précédents. J'ai écrit des articles là-dessus. Donc, on embarque là, dans un air assez spectaculaire de ça. Bon, Michel, par où commencer? Les usines à trolls. Commençons par les trolls. Là. Les usines à trolls, c'est quoi ça? On fait quoi? Là? Écoute, avant de parler de l'usine à trolls, c'est quoi un troll? Oui. Tu sais, dans légende collective, voyons, l'imaginaire collectif, un troll, on sait tous c'est quoi. Il y a dans les nombreuses histoires troll en dessous d'un pont, bon, des choses comme ça. Mais là, on est ailleurs. Là. Un troll sur le web, là, si on veut le simplifier à sa plus simple expression, finalement, c'est quelqu'un ou, je dis quelqu'un ou quelque chose qui a pour but finalement de désinformer, de faire déraper des conversations, juste de faire en sorte que ce qu'on amenait de positif devienne tout d'un coup négatif, de faire de la propagation de mauvaises informations, ou propagation tout simplement même de carrément de mensonges. Fait qu'un troll sur le web, là, c'est pas un monstre, mais il agit exactement comme un monstre. Il agit exactement, il y a les mêmes valeurs, il y a les mêmes manières de procéder, puis il y a la même stratégie. Hein, si on en tient, Ouais. on reste là au même niveau marketing. Il y a une manière à lui de procéder, il y a une manière à lui de faire. Bon, ok, écoute, les trolls, on a des images, on a des idées, on vient de faire sortir, je pense, peut-être un des plus grands trolls de l'histoire du web, de la présidence des États-Unis récemment. Euh, Tu l'amènes de bonne heure dans la discussion, là, c'est bon. On l'a pas nommé, là, mais ouais. Seigneur, je peux même pas m'imaginer comment être capable de faire Hey. un podcast sur les trolls en ne mentionnant pas son nom. Tu sais, ce que on va le dire, là, Monsieur Trump, l'ex-président Trump, ce qu'il a réussi à faire comme troll professionnel, si on veut, c'est à normaliser ce Ouais. comportement-là. Mm. C'est un comportement qu'on voyait déjà, Mhm. mais là, carrément, on en est venu à avoir les usines à trolls, donc je vais dire des institutions, des entreprises qui se sont professionnalisées à faire ce genre Mhm. de discours-là, à propager ce genre de discours-là. Oui. Mais lui, il est arrivé à un moment où il a réussi à normaliser tout ça. C'est normal d'être Ah ouais. méchant en ligne, c'est normal de blaster le monde, c'est Ouais. normal de faire du mal, tu sais. Mm. Alors que non, en tout cas, ton concept de citoyenneté numérique, dont tu arrêtes pas de parler, je trouve il est venu ébranler ce concept-là. Oui. Oh oui, complètement. Il a remis sur la table, ça fait plusieurs années là, qu'on travaille avec différentes instances pour travailler justement à conceptualiser le citoyen numérique, essayer d'amener ça, puis d'essayer surtout de le faire descendre dans les écoles, enseigner cette manière d'utiliser le web, cette manière d'être présent, cette manière d'être là. Euh, Son apparition dans les derniers 10 ans environ a complètement shaké la fondation de ce principe de Ouais. citoyen numérique-là, parce que ça venait à l'encontre d'un paquet d'affaires, puis d'un paquet de bébelles. Euh, Tu sais, tu dis souvent dans les accompagnements qu'on fait ensemble là, pour certains clients, tu ouais, ramènes souvent on réinvente rien, le non, web, c'est juste un outil supplémentaire. La com a toujours existé. ouais, À une certaine époque, c'était des pamphlets.
Oui, On allait mettre des pamphlets sur les murs d'église, sur les portes d'église. Dans les murs, c'est un peu plus dur, c'est en pierre, là. oui, Mais bref, on allait mettre des feuilles avec un discours haineux ou quelque chose pour ridiculiser un oui. dirigeant, ridiculiser une personne publique, ridiculiser même un compétiteur. Mais là, finalement, le web, ce qu'il fait, c'est qu'il facilite la diffusion de cette propagande-là. Oui. Tu sais, s'attaquer à un politicien maintenant, c'est pas mettre quelque chose sur une affiche dans le village. Non, tu diffuses ça, puis tu peux relayer ça à des milliers de personnes, des Mhm. millions de personnes en quelques secondes. Ce que, une des choses marquantes, pas pour dans le bon sens du terme, mais que Trump a réussi à faire, c'est que voilà plusieurs années, on disait le web, les gens peuvent se cacher en arrière d'un pseudonyme, les gens peuvent se cacher en Ouais. arrière de leur ordinateur, les gens peuvent se cacher en arrière d'une fausse identité qui n'est pas existante, puis être capable de troller, puis être capable de partager de l'information, de cyberboulier, de faire de la cyberintimidation sur le web. Mais une des choses que Trump a normalisé, j'aime pas ça, là, mais une des choses qu'il a normalisé, c'est pas besoin d'avoir une fausse identité. Ce qu'on Non. voit, les statistiques qu'on voit maintenant, l'ancienne manière de voir les choses, c'est-à-dire d'avoir un pare-feu, d'être caché en arrière d'une fausse identité, c'est de moins en moins ça. Les personnes sont de plus en plus à l'avant, sont de plus en plus présentes avec leur nom, avec leur identité, avec leur vraie photo, puis ils s'assument. Donc ça, c'est une des choses qui est là. J'ai dans le chat Hazel Greenwood là, qui dit qu'il a même réussi à se faire bannir. M. Trump, il faut le faire. Un troll qui se fait bannir de Trollville. Je veux juste revenir, là, je suis content que ça soit dans le chat. Je veux juste revenir sur une chose. Il a été banni de Facebook. Par contre, l'entité qui revoit les bannissements, qui est au sein même de Facebook, qui est des employés et des personnes qui ne font pas partie du conseil d'administration, mais qui, eux, gèrent la politique Facebook à l'interne, on dit, oui, on maintient le bannissement de Trump. Par contre, il va falloir revoir les règles parce que c'est peut-être un bannissement qui est jugé extrême. Puis le tout va être évalué au courant des 6 prochains mois parce Ouais. que Facebook n'avait pas mis les balises de qu'est-ce qui pouvait mener jusqu'à une expulsion complète. Donc ça est encore là dans le néant. Là. Donc il y a toujours cette possibilité-là que l'équipe interne de Facebook qui s'occupe de faire régner la politique intervienne pour Trump et disent là, que justement, comme Facebook, comme on dit depuis des années, comme Facebook n'a pas mis ses culottes pour mettre clairement ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire, puis mettre les règles précises, ben, ça se peut là, à ce moment-là que ça puisse agir contre eux et ben, peut-être aussi contre le web. Tu sais, il y a deux choses sur lesquelles je vais réagir. Celle que tu viens de dire, là, il y a certains jeux vidéo que tu reçois, tu dis le F-word une fois dans le chat, Ouais, il y a trop d'enfants, ce qu'ils font, t'es banni jusqu'en 2999. ouais, T'es banni 999. On a descendu 970 ans. ouais, Ils vont jusque-là pour un simple mot. ouais. Lui, il est allé jusqu'à inciter. Ben, on va présumer qu'il a été jusqu'à inciter finalement une pseudo-révolte aux Mm. États-Unis qui a causé même une mort pendant la Ouais. fameuse journée où tout le monde a pris d'assaut le Capitole. Mm. Euh, et c'est pas suffisant pour qu'une entreprise privée dise c'est du discours haineux, on veut pas être associé à ça. Moi, je sais pas, tu sais, je me dis, crème, tu dis le F-word d'une fois, t'es banni à vie, puis même tes futurs enfants qui pourraient reprendre ton compte aussi le sont. Aussi, ouais. Puis de l'autre côté, on a cette situation-là, et vu que c'est une personnalité publique ou d'un contexte politique, la fameuse liberté d'expression Mm. qu'on n'arrête pas de nous envoyer un peu à gauche et à droite, sans comprendre le concept pour vrai, Mm. nous amène finalement à accepter, tu sais, à tolérer l'intolérable. Et ça, c'est peut-être le problème que j'ai avec le trolling moderne, c'est qu'on a reviré la question de la tolérance envers on doit tolérer le nazisme, on doit tolérer le fascisme, on doit tolérer le racisme, sous prétexte que c'est de la liberté d'expression. Mm. On a oublié que la liberté s'arrête, notre liberté d'expression s'arrête où la liberté de bien vivre, d'être heureux des autres commence.
Si on enfreint la liberté des autres ou le bien-être des autres, il n'y a pas personne qui est libre là-dedans. Non. Et la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi sans conséquence. Et ça, je pense que c'est ce qu'on oublie souvent, en fait, sur le social. Fait que quand tu disais de ramener le social dans le réseau social, moi, c'est ramener la civilité aussi. Aussi, c'est ça. On n'allait pas se battre tous les semaines sur le pâté de l'église. Bon, il y en avait probablement qui le faisaient, mais c'était une minorité. Là, c'est rendu normal de le faire. Mais tu sais, Et justement, Oui, vas-y. excuse. Non, vas-y. Ben, t'amenais le principe, tu sais, des pseudonymes. Oui. On se connaissait pas encore, mais tu m'as vu à une certaine époque, j'étais sur un forum de hockey. Ben oui, ben c'est ça. On a découvert ça cette année, ben oui. Ben oui, on a même retrouvé ça dans les vieilles pages là, du Oui. web, là, les archives du web, certains commentaires en tout cas. Mhm. Je me souviens qu'il y avait un gros débat à l'époque. Moi, j'utilisais un pseudonyme, mais mon nom était connu. Oui. Mais mon pseudonyme, Boubou 3P, ça a tout le temps été ça. Je cherchais ça en ligne, vous allez me retrouver, c'est sûr, à quelque part. On disait le pseudonyme amène les gens à se donner un plus grand espace de liberté pour être méchant, pour être un troll. Ce que moi j'ai vécu comme modérateur, c'est que c'était complètement faux. Les gens qui sont des trolls, peu importe qu'on mettait un nom, là je parle des trolls à l'ancienne, pas les trolls modernes avec les usines, là. Ils étaient fiers de l'être, ils étaient fiers de voir les réactions que ça créait, ils allaient même jusqu'à les défendre, jusqu'à un concept qui est quand même assez récent, qui a été étudié, c'est de l'art. C'est une forme d'art d'arriver à faire réagir les gens comme ça, juste avec du texte, juste avec des petits commentaires. Moi, ça me dépasse. On a mis sur le dos des pseudonymes, on a démonisé les pseudonymes, alors que finalement, c'était pas ça du tout le problème. C'est le manque de civilité de la personne qui est derrière le pseudonyme. Fait qu'on a déplacé le problème. On a dit que c'était les pseudonymes. La presse avait réagi énormément à une certaine époque en changeant complètement leur façon de faire dans le forum de discussion, qui est même, je pense, qui n'existe même plus aujourd'hui. Finalement, non, ça n'a rien changé. Non, complètement. Non, je suis content que tu emmènes ce point-là, parce que oui, c'est vrai, là, on l'a vu, il y a vraiment le avant puis le après, donc il y a eu une normalisation à un moment donné qui s'est faite. Les pseudonymes ont pris le bord, le suivi a sauté complètement. Puis oui, tu sais, on se souvient, entre autres, de RDS, on se souvient de la presse, on se souvient de grands médias comme ça qui ont complètement refait leur structure web pour justement limiter le nombre de personnes qui pouvaient avoir des fausses identités, que si on voulait troller, mais il fallait le faire directement avec sa présence, son nom. Donc, ça doit tout simplement laisser tomber puis tasser ce principe-là complètement. Mais une chose aussi qui est à voir, c'est que tu viens de le dire, c'est que maintenant, c'est plus une personne seule dans son salon. C'est organisé, c'est des usines, c'est des entreprises même qui sont en arrière, des pays même parfois qui sont en arrière. Ouais. Ben, tu sais, avant, là, il y avait la personne qui se crée son faux compte, qui allait prendre une fausse photo, qui allait générer ça ou photoshopper ça. Oui. On s'est entendu qu'à cette heure, avec les technologies, l'intelligence artificielle qui va aller créer des photos. Qui est deepfake à cette heure, hein, c'est ça? Oui. Et ce deepfake-là fait en sorte. Moi, je suis pas contre ces technologies-là qui nous permettent justement d'aller jusque-là. Je trouve ça fascinant. Puis oui, il y a. C'est beau, à quelque part. Ça nous montre à quel point on va vite aujourd'hui. L'évolution technologique est rapide. On a peut-être de la misère à la suivre parce que là, les usines à trolls, comme on commence à jaser, peuvent utiliser ce genre de technologie-là pour faire peur à des gens. Oui. Avant, on créait un faux compte. À un moment donné, on le trouvait. Aujourd'hui, il y en a tellement, ils ont tellement l'air réels. C'est difficile de départager le vrai du faux, puis surtout avec les faits alternatifs, qui Aussi. sont évidemment la vérité. Ça devient difficile de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur le web, parce que tout ce qui est faux a l'air aussi vrai que ce qui est vrai. Il y a des entreprises qui ont créé des organismes qui ont créé des tests justement sur le web pour être capable justement d'aiguiller son sens critique, d'aiguiller aussi son esprit visuel
pour être capable de détecter les petites failles, pour être capable de détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. Ceux qui vont me suivre sur YouTube, je mettrai le lien dans les commentaires sur YouTube vers ce test-là. Vous allez voir, c'est un test qui est exceptionnel. Je pense qu'il y a une dizaine de questions, 10 ou 12 questions, qui fait le tour rapidement de tout ce que ça vous fait, c'est que ça vous présente une nouvelle, puis selon vous, est-ce que c'est vrai ou faux, puis pourquoi. C'est pas nécessairement des vraies nouvelles, c'est pas nécessairement des nouvelles qui sont actuellement reprises ou actuellement à l'avant-plan, mais c'est des nouvelles qui permettent de bien voir la position d'un côté ou de l'autre, puis de voir aussi les outils qui sont mis en place par les différentes plateformes pour être capable de repérer cette désinformation. Facebook a mis des outils, YouTube a mis des outils, même qu'on a vu cette semaine, je l'ai envoyé, YouTube qui a activé même maintenant des encarts sur des contenus qui sont faits par des médias ou des pays ou des endroits dans le monde qui sont plus à risque à faire de la désinformation. Donc YouTube met déjà un encart sur la vidéo en disant « Faites attention, cette vidéo fait telle chose ». Donc, ça nous permet aussi de voir ça. Facebook a mis ces choses en place. Twitter a mis des choses en place. Google a même mis des choses en place. Ça, c'est une chose, je veux que tu me parles. C'est toi qui es vraiment l'expert du côté SEO. Là. Quand tu m'as parlé de ça, ça m'a jeté à terre. Toute la notion je te dirais pas, hein, les recherches qui peuvent être faites d'une région géographique à l'autre, qui sont différentes parce que Google veut plaire à l'utilisateur puis va mettre de l'avant une notion qui est plus respectée dans une région que dans l'autre au lieu de vraiment mettre la science ou mettre les informations de l'avant. Tu vas juste me parler de ça un peu. Google, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de sources qui peuvent être tout aussi pertinentes que les unes que les autres selon où on est. Fait un site gouvernemental, admettons, d'emblée va avoir une meilleure notoriété, donc va sortir plus dans les moteurs de recherche. Ce que ça fait par contre, c'est qu'un site gouvernemental, comme on voit beaucoup aux États-Unis, qui va être propager un message anti-changement climatique, ça n'existe pas, le changement climatique. Voyons, on a une boule de neige dans les mains au mois de juillet, ça veut dire que ça n'existe pas. Mois de mai, plutôt, je ne me rappelle pas le mois dans lequel le politicien que j'ai en tête avait fait cette sortie-là. Mais bref, ce que ça fait en sorte, c'est que des sites qu'on a l'impression qu'ils sont crédibles, mais qui propagent un message qui ne l'est pas, qui n'est pas appuyé sur rien d'autre qu'une opinion, ou même carrément une fausse information, va sortir dans les moteurs de recherche pour les gens qui ne sont pas très loin ou qui sont potentiellement concernés. Fait qu'on est au Québec, on cherche changement climatique, on a quand même plus de chances ici de trouver du contenu qui ne fait pas partie de tout l'ensemble des conspirationnistes et compagnie, même s'il y en a. Pour avoir fait le test, oui, il y en a. Dans le top 50 des résultats de recherche que j'ai eu au Québec et à Rimouski, oui, je l'ai trouvé dans le top 50. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a en français. Par contre, on arrive au Texas, on arrive en Arkansas, on arrive dans certains autres États, c'est carrément les premiers résultats tout le temps. Quand on cherche changement climatique dans le moteur, on a une suggestion de Google Autocomplete nous amène à How is climate change fake? OK. C'est ça la suggestion que j'ai carrément du moteur de recherche pour compléter ma requête. Au Québec, c'est pas si pire par contre. L'autocomplete, on a souvent, changement climatique, comprendre le changement climatique, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les conséquences de. Mais il y a carrément certains États, je dis États-Unis, mais écoute, ailleurs dans le monde, je n'ai pas regardé en russe ni en chinois. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait des suggestions de recherche que ça nous amène complètement, finalement, du côté de la désinformation. Puis là, je parle de autocomplete. La position 0 là, que je mentionne des fois, c'est carrément un encadré qu'on a dans le moteur de recherche, dans les résultats de recherche qui nous donne l'information. Imagine, tu cherches changement climatique, puis l'encadré, ça n'existe pas. C'est une invention des démocrates, c'est une invention de la gauche, une invention des écologistes qui mènent le monde. Ouch! Finalement, des gens qui veulent s'informer trouvent ça, pour eux, c'est ça la bonne information. Et encore plus si ça vient appuyer ce qu'ils ont déjà l'impression. Si ça appuie déjà une impression qu'ils ont, ils vont juste coller à cette information en disant, gars, j'ai une preuve.
Complètement. J'ai Elgui33 qui est dans le chat là, puis qui nous pose une question. Il dit, je croyais que les autocomplete, c'était juste les recherches les plus fréquentes, pas juste des suggestions de Google pour nous faire plaisir. Oui, dans le fond, les recherches les plus fréquentes, mais tu vas avoir aussi, c'est influencé par où tu te trouves. Il y a une émission qui existe aux États-Unis d'ailleurs, là, que c'est des célébrités qui vont aller chercher leur nom ou qui vont compléter quelque chose qu'ils ont fait, puis que là, ils s'amusent à dire ben, c'est quoi l'autocomplete qui va avec ça. Il y a un acteur qui avait notamment trouvé. Il avait cherché son nom. Hey, là, j'oublie c'est lequel. Je ne sais pas si c'était Danny DeVito ou un autre. Là. Il tape son nom, puis when did he die? Mais il était pas mort. Il est là, il est live, il est en direct. Fait que tu te ramasses finalement à avoir des suggestions, oui, du moteur, mais que les gens aussi, qui ont peut-être eu de la désinformation, finalement, c'est une recherche populaire. Fait que, tant qu'à ça, elle est populaire dans ton coin, on va te la suggérer. Ouais. Juste Fait pour que le changement clarifier la climatique bébite. est fake. Ouais. Si tout le monde dans ton coin le cherche, puis que toi tu cherches changement climatique, oui, tu vas avoir cette suggestion-là. Elgui33 disait que je trouvais souvent les gens étaient plutôt cons dans leur recherche. Ouais. Écoute, ils veulent l'information, ils veulent s'éduquer. Je vais leur donner le bénéfice. Au moins, c'est ça. Au moins ils font leur recherche. Il y a deux choses pour éclaircir ce sujet-là. Là. C'est deux algorithmes qui vont se parler. Donc, un algorithme d'information, donc un algorithme de robot de Google qui va aller chercher de l'information qui est pertinente, puis qui, elle, va être capable d'apporter de l'information le plus près possible de la position 1, même maintenant position 0. Donc, ça, c'est un des algorithmes qui fonctionne. Et, parallèlement à ça, il y a un algorithme qui est fait selon l'utilisateur. Donc, ça veut dire, Elgui33, si toi et moi, on cherche le même sujet dans le même endroit, il est fort possible qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Parce que, et puis le même autocomplete, parce que nos types de recherche, puis ce que nous, on fait, impacte aussi ce qu'il va nous donner comme information. Donc, même, il y a ces deux côtés-là. Oui. Faites la même recherche plus qu'une fois. Allez consulter quelques sites, refaites la même recherche. Ça va changer. L'autocomplete va changer. On va souvent avoir les mêmes suggestions parce que c'est les plus populaires ou encore celles qui semblent les plus pertinentes pour l'endroit où vous vous situez, pour le profil que vous avez. Mais si vous allez, admettons, vous dites moi, je vais aller voir des sites de conservateurs pendant des semaines. L'autocomplete, dans quelques semaines, ça se peut qu'il vous offre d'autres sortes de requêtes. Là. Il y a un test qui a été fait, encore une fois, je mettrai le lien là, sur la chaîne YouTube. Il y a un test qui a été fait par Radio-Canada il y a quelques années, justement, sur ce principe-là, puis sur tout le procédé de rabbit hole là, dans lequel on peut réussir à se perdre, puis où est-ce qu'on peut aller. Il y a deux tests qui ont été faits. Un test qui a été fait sur Google, puis un test qui a été fait sur YouTube. C'est spectaculaire. Celui sur Google, rapidement, tout ce qui est première position change complètement dès qu'on commence à aller vers du contenu qui est de l'autre côté. Puis, sur YouTube, généralement, au bout de 5 vidéos avec une thématique qui penche soit vers la gauche ou la droite, là. C'est pas un ou l'autre. Là. C'est d'un côté comme de l'autre, c'est sensiblement la même chose. Les vidéos commencent à changer, puis toutes les explications commencent aussi à bouger dans ce sens-là. J'ai Hazel Greenwood dans le chat qui me dit, mon doux, mes autocompletes sont tellement tout le temps complètement weird, je vais commencer à le prendre personnel. Puis, j'ai Elgui33 qui me dit aussi, même plus possible de magasiner un cadeau pour ma blonde, elle a de la pub qui apparaît dans son navigateur sur les produits que je magasine. Ça, il y a une super belle fonction qui s'appelle, Michel... Ben, il y a Incognito, mais il y a carrément pourquoi vous n'avez pas deux comptes Google différents. Là? Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais le mode Incognito va permettre au moins de ne pas avoir ce suivi-là. Oui, mais il y a une limite, il me semble. On avait fait un test, moi, il y a quelques années, puis on s'était rendu compte, même en mode Incognito, même avec un VPN, il va quand même de temps en temps réussir à nous envoyer la fameuse pub, là, rencontre des jeunes femmes ou des jeunes hommes près de chez vous à Rimouski. C'est comme, OK. Pourtant, je suis incognito, j'ai un VPN d'activer. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, on voit quand même là, ça, Elgui33 qui me dit même au bureau. Mais oui, ça arrive souvent. Puis il dit les employés font jouer des pubs des autres. Mais si on remonte là, peut-être là,
au début vraiment là, de ce que Google était capable de faire, puis jusqu'où on commençait vraiment là, le marketing avec un ciblage. Puis je me souviens d'être allé chez une amie, puis je me suis installé pour écrire, faire une recherche sur son ordinateur, puis je dis « Ah, t'es enceinte? » Comment ça tu sais ça? Il y a personne qui le sait encore. Juste par les publicités que moi je vois quand je vais sur ton site avec ton profil, mais je suis capable de dire que si c'est pas ça, ça s'en vient. Fait que oui, on peut vraiment voir ça. Mais tu sais, une fois qu'on comprend ça, justement, oui. là, si je reviens à des informations, justement, c'est là que le problème est. Si on commence on va voir seulement une ou deux vidéos de conspirationnistes là, sur YouTube, puis on a déjà des suggestions, même voyons, lecture automatique, qui vont nous amener un peu plus loin dans le rabbit hole. Oui. Ils vont, hey, t'as écouté ça, celui-là est un peu plus soft, mais il est correct, vas-y. Oui. Oh, là, celui-là est encore un petit peu moins soft, continue. Mais, ouais. Là, à un moment donné, on arrive, finalement, on est dans de l'extrême, puis on s'en est même pas rendu compte. Non. C'est comme la grenouille qui est dans l'eau frette, puis qu'on Exact. fait bouillir tranquillement. On s'en rend juste même pas compte. C'est exactement le même principe. C'est une des bases, justement, du citoyen numérique. C'est d'être capable de prendre le recul nécessaire pour se rendre compte de ça, que l'algorithme nous fournit de l'information, que l'algorithme peut grandement nous aider, puis ce sont des outils qui sont spectaculaires. D'ailleurs, il y avait un article, aujourd'hui, même dans la presse, sur un ancien dirigeant de Google qui est revenu à Montréal puis qui a fondé son entreprise pour travailler sur un algorithme qui est classé empathique. Donc, qui va justement être capable de pousser la notion de l'émotivité, pas juste factuelle, un peu plus loin. Un peu comme le test que je t'avais fait penser, Michel, sur les différentes nouvelles qu'on voyait avec le slider gauche-droite. Quelque chose de similaire à ça. Ça aussi, c'est un site qui nous permet de faire des recherches, puis de voir plus je vais faire des recherches vers la gauche ou plus je vais faire des recherches vers la droite politique américaine, quel type de nouvelles qui vont m'être présentées sur Facebook ou sur Instagram. Mais ça nous donne une idée de la divergence, puis de la diversité, puis de la culture qui devient de plus en plus pointue, puis comme tu dis, Michel, tu sais, qui culmine finalement à quelque chose qui est pas loin d'être extrémiste parfois. Oui. Mais tu sais, c'est difficile parce que souvent, on va s'attaquer aux technologies en disant ben, les technologies doivent changer, les algorithmes doivent s'ajuster. Mais les algorithmes, souvent, en tout cas pour ce qui est de Google, à certains événements près, là, je vais lui donner le bénéfice du doute, c'est purement et simplement de l'information qui est triée, qui est filtrée, qui est ajustée pour l'utilisateur pour essayer de répondre à son besoin, à sa requête, à sa demande. C'est son besoin premier, oui. Mais on s'intéresse peu à l'utilisateur lui-même. Comment il faut l'encadrer, l'éduquer de la bonne façon. Tu parles d'empathie, là. Au Québec, j'ai jamais eu un cours sur l'empathie, ni au cégep, ni au primaire, jamais. On n'a jamais abordé l'empathie directement. C'est un sujet parmi tant d'autres à demander en philosophie, l'empathie, c'est important. C'est beau. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Mais il y a certains pays, je ne me rappelle pas lesquels. C'est en Scandinavie, évidemment. Là. Naturellement. Mais on a des cours sur l'empathie, comment être un citoyen empathique. Si on amène ça au niveau du web, comment développer son empathie envers les autres internautes, comment devenir un bon citoyen numérique, tout d'un coup, le sens critique dont tu parlais plus tôt, ben, il va venir, il va devenir une... ce qu'on va normaliser, c'est ça, c'est le sens critique, être capable de comprendre ce que l'autre a voulu, ce que l'autre a pu chercher, les préoccupations qu'il avait, les doutes qu'il avait envers l'information qu'on lui donne, puis aller au-delà de ça encore, puis de dire, ben, être capable de juger si c'est de la fausse information, de la vraie information, dépasser l'information elle-même, puis vérifier les sources. C'est que, je pense que juste s'attaquer aux technologies, oui, c'est un problème quand on manipule l'algorithme, mais juste ça, c'est juste un des deux morceaux du problème. Exact. Un des problèmes, c'est l'utilisateur lui-même. Oui. Puis, ce que le citoyen numérique apporte aussi, c'est le juste milieu entre les deux. Donc, être capable de développer cette empathie-là, de développer ce sens critique-là, d'être capable de travailler sur soi, mais de comprendre aussi de l'autre côté l'algorithme. On ne demande pas d'être capable de programmer une intelligence artificielle. C'est pas ça, là. Mais c'est d'être capable de comprendre comment elle pense pour être capable de mieux l'utiliser.
Écoute, je donne encore des conférences dans des écoles, puis je donne encore des conférences à des jeunes et moins jeunes, puis je commence à parler des boléens, puis on est dans un univers qui est complètement abstrait, là. Les gens n'ont absolument aucune idée c'est quoi les boléens. Michel, c'est quoi un boléen? La définition, là, je vais avoir de la misère à te la donner, là, mais je me souviens qu'on l'utilisait beaucoup avant. On nous enseignait à l'utiliser dans les premiers temps de Google. Ouais. C'est tous les petits paramètres qu'on peut mettre là, pour finalement faire des recherches plus précises. Je pense notamment, on avait, voyons, Colin, il y en avait une, ça nous filtrait. Vite de même, là, c'est ça, ça fait tellement d'années que je ne les ai pas utilisés, je peux même pas te donner un exemple. Je me rends compte, là, à part site Google, là, j'ai site 2 points. Oui, ouais, c'est ça. J'utilise rien. Là. Il y en a plusieurs qui sont là qui permettent, entre autres, là, de faire des recherches. C'est qu'on peut faire des recherches dans le site au complet, on peut faire la recherche dans une page, on peut faire la recherche d'une expression, on peut faire la recherche d'une fonction du site web. On peut faire une recherche aussi plus poussée au point de vue de la structure en arrière dans le site, mais de l'information qui va nous permettre de trier. Au départ, là, les booléens, là, on a juste à penser au point de vue algèbre, là, bon, les plus que, les moins que, les plus grands que, les plus petits que, ça en fait partie de cette série-là. Mais il y a plusieurs outils qui nous permettent de pousser ça. Ça vaudrait la peine qu'on fasse un podcast. Lundi, on pourra revenir en partie sur ça. Moi, ça me parce forçait qu'il y à en mettre a à jour plein. parce que, comme je te dis, c'est plus quelque chose qu'on utilise. En publicité, on a mis de temps en temps. Oui. Certaines façons, finalement, d'ajouter les mots-clés, tout ça. Mais je me rends compte, dans la recherche elle-même, même moi, c'est plus quelque chose qui est courant. Quand j'étais au secondaire, je me souviens, on nous les enseignait. Oui. Les premiers temps, qu'on avait les moteurs de recherche, utilisez ça, ça va te permettre d'avoir telle affaire. Même au cégep, un peu. Mais depuis que je travaille, là, je pense que j'ai utilisé ça 2-3 fois. Oui, ben c'est ça, puis c'est encore présent, puis ça part du principe que c'est de l'informatique, on l'oublie. Hein? Ouais. Google, ça reste une grosse base de données informatique, même principe de base de données qu'on peut retrouver dans une bibliothèque. Google, ce n'est qu'une méga gigantesque bibliothèque qui nous permet d'avoir une interface auquel on est capable d'aller chercher de l'information, puis que ça nous ramène ultra rapidement. C'est juste ça. Tu vois, je m'en suis ouvert, là. Puis ouais, il y en a une couple que je me souviens. Là, en les voyant, ça fait c'est vrai, on nous disait de faire ça. Les expressions exactes, l'exclusion de certains mots. Oui. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. On peut faire des recherches comparées, on peut faire des recherches cette expression ou cette expression, on peut faire des recherches par prix, on peut faire il y a un paquet d'informations qui sont là, qui sont juste pas utilisées puis pas maîtrisées. Oui, parce qu'à cette heure, on nous donne les options. Tu sais, on nous donne certaines options directement au moment de la recherche. On fait options avancées, même on en a encore plus. Mais on a oublié, comme tu as dit, que c'est de l'informatique. Puis c'est drôle parce que même moi, tu vois, je suis souvent du côté du contenu, de la création, de l'information. Même si la compréhension de l'algorithme est importante, je vais rarement, au niveau de la recherche, faire l'ajustement au niveau informatique. Je vais me contenter du côté l'information sur la bonne, est-ce que je peux vérifier la source? Alors que finalement, ça nous ramène à ce qu'on m'a enseigné à l'époque, c'est un bottin, c'est un endroit ou un index où on peut chercher de l'information. Puis pour chercher cette information-là, on a accès à différentes indications qu'on peut donner au moteur pour nous donner l'information qu'on cherche. Je trouve ça très intéressant. Puis oui, je pense que ça vaudrait la peine lundi de faire un petit segment là-dessus. Hein? Ça, on reviendra sur un segment sur notre podcast. Un podcast lundi qui est le guide de survie marketing qui va justement nous permettre de toucher à des choses un peu plus concrètes puis de voir justement, on touchera au boléen, on reviendra là-dessus parce qu'il y a un paquet d'informations qui peuvent être super utiles. Puis je travaillerai sur des... Ça va nous forcer à être concret. Oui, ben ouais, c'est ça. Parce qu'on est habitué, nos clients et notre entourage nous demandent souvent de philosopher, mais oui, il faut aussi être capable de retomber dans le concret pour ce qui s'en vient, entre autres. Écoute, la désinformation, on a parlé un peu des trolls, j'aurais aimé ça qu'on en parle plus, on reviendra sur le sujet à un moment donné, mais écoute, ça n'a absolument aucun sens. La désinformation aussi, c'est quelque chose qui est criant, flagrant.
que les entreprises, les GAFAM, essayent justement de mettre des outils en place pour qu'on soit capable de retrouver l'information qui est véridique. Mais c'est quoi une information véridique? Puis, on a ce problème-là où maintenant, l'information roule tellement rapidement, on l'a vu avec le COVID, où ce qui était dicté par la science au début, puis ce qui est dicté par la science à la fin, c'est pas du tout la même chose parce qu'on l'a vécu en temps réel. Mais cette information-là, dans les médias, mais c'est ça aussi, hein, les médias 24 heures qui ont créé ce roulement d'informations-là. L'Internet qui a créé cette explosion-là, puis tout ça jumelé avec des journalistes citoyens qui aussi créent leur place à travers ça, ça vient qu'on a un surplus d'informations. On parle souvent de bruit d'information qui vient entacher la bonne information ou qui vient entacher aussi le type de recherche parce que cognitivement, je me fatigue à rechercher de l'information parce que tout est dit, tout est son contraire, est présent. Fait que d'être capable de se retrouver là-dedans, c'est souvent pas simple. Michel, toi, en tant que personne qui fait ces types de recherches-là, comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avant, là, c'était facile, dans le sens, tu cherches, tu as une fausse information, admettons, qui circule, puis ça a l'air crédible, tu fais un petit peu de recherche, tu tombes sur une source, ça s'arrête là, puis tu te rends compte qu'elle est reprise partout. À cette heure, c'est que même la fausse information est vérifiable d'une certaine façon. Ouais. On parlait d'usine à trolls, là. C'est plus juste des commentaires, c'est des pages Wikipédia qui vont finir par disparaître ou être modifiées heureusement. Dans le cas de Wikipédia, c'est mieux qu'on pense. Oh, oui. Mais il y a carrément des sites web qui sont créés. Puis des fois, c'est vraiment professionnel, dans le sens c'est un lobby derrière ça qui crée un site web pour faire à croire une chose. Et finalement, tu te rends compte que c'est basé sur rien. Mais pour comprendre que c'est basé sur rien, ben, c'est des connaissances que c'est juste des scientifiques qui vont être en mesure d'expliquer ou de comprendre. Et là, c'est le problème. On parlait de COVID. COVID, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu l'impression, ouais, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils apprennent en temps réel, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de nous mâcher l'information. Ils nous le font savoir immédiatement pour éviter que la fausse information aille trop vite. Ce qu'on se ramasse, c'est oui, OK, ils ont commencé à nous dire on n'a pas besoin de masque. Parce qu'au moment où ils nous l'ont dit, c'était l'information qu'on avait. Il y avait d'autres enjeux aussi par rapport à la disponibilité du matériel, mais ça, c'est autre chose. Pour en venir à un problème qu'on a décrédibilisé la bonne information parce qu'elle semblait changer trop souvent. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'elle évolue. Puis c'est ça le problème de la vérité, c'est qu'elle n'est pas stable. Oui, tu as des choses, le bien et le mal, des choses de même. Il y a une certaine constance à avoir, même si au niveau philosophique, on pourrait en parler longtemps. Là. Oh, oui. Mais pour ce qui est de l'information scientifique, admettons, ben ça change. De jour en jour, on a des nouvelles découvertes. On se rend compte que certaines choses qu'on prenait pour acquis ne sont pas vraies. Un matin, je disais sur les ordinateurs quantiques, il y a 10 ans, c'est pas ce qu'on nous disait. Non. Il y a 10 ans, on n'envisageait pas ça. Puis là, aujourd'hui, c'est hey, non, on fait plein de découvertes. Jour après jour, on en apprend plus. Fait que c'est dur. Pour quelqu'un qui est habitué à se faire dire la vérité, à lire la vérité dans le journal, ben là, on n'est plus là-dedans. On est dans une surabondance de on apprend à mesure avec vous autres qu'est-ce qui se passe. Je reviens avec, encore une fois, mon citoyen numérique. Je suis fatiguant avec ça, hein, je sais. Mais je reviens encore une fois avec le citoyen numérique parce que c'est ça aussi. C'est d'être capable de diversifier ces sites où on va chercher de l'information. De diversifier les sources, de diversifier les endroits où on est capable de retrouver de l'information va permettre aussi d'être capable d'aller chercher le plus près possible d'une réalité. Parce que là, on a un côté qui dit une chose, l'autre côté qui en dit une autre. Mais en quelque part, dans le milieu, c'est ça qui est la vérité. Ouais. Mais c'est ce que ça nous permet de faire. C'est ce que ça nous permet de faire de manière éclairée. Puis, malheureusement, les algorithmes sur le web sont conçus à sens inverse de ça. Plus je vais chercher une information, plus il va me pousser quelque chose qui va exactement dans le même sens que je viens de chercher, plutôt que de me présenter son contraire pour que je sois capable de mettre les deux idées confrontées
puis incapable de me faire une idée éclairée de ce qui est arrivé, il m'emmène de plus en plus vers un point extrême. Un algorithme, c'est pas un élément pensant, c'est un élément qui est un entonnoir, puis qui va juste nous diriger toujours vers un point commun à sa plus simple expression. Mais la personne qui a vulgarisé d'un côté comme de l'autre, c'est peut-être pas celle qui avait tous les moyens pour être capable de vulgariser cette information-là. Puis on s'en rend compte, malheureusement, avec les médias qui ont été obligés dans les dernières années de couper justement les experts, donc les personnes qui étaient capables de reprendre du contenu scientifique puis de le pré-mâcher, de le vulgariser pour être capable de le présenter à monsieur, madame, tout le monde. Mais ces personnes-là sont plus aux heures de grande écoute. Ces personnes-là se retrouvent sur le web, mais combattent des machines, des usines à trolls, des usines, des pays entiers qui créent de l'information. C'est fou. C'est donc d'être capable de sortir de ça, d'être capable d'avoir une pointe puis de dire non, mais moi j'existe, puis moi ce que je parle, puis ce que je propose, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est simple présentement sur le web. Non, mais tu as dit le bon mot. Ces organisations-là créent de l'information. Ils diffusent pas ce qu'on a découvert. Non. Ils vont créer quelque chose. Fait que le meilleur exemple, c'est les memes. C'est con à dire, mais il y a tellement de memes qui sont sortis, qui sont repris facilement. C'est du pré-marché. C'est beau, c'est le fun, c'est drôle. Oui. Mais ce meme-là, c'est pas la vérité. Il y en a qui vont tellement le voir, qui vont le voir de différentes façons, qui vont le reprendre dans des capsules YouTube, justement, qu'on en vient à... je l'ai vu une fois, je l'ai vu 10 fois, j'ai vu une capsule YouTube, il y a un journaliste que je connais pas qui en a parlé, ben là, tout d'un coup, j'ai plusieurs sources qui viennent appuyer ce message-là, qui au départ, c'était juste une joke. Oui. J'ai plein d'exemples de l'ère Trump qui me viennent en tête. Je n'irai pas jusque-là, mais Pépé de Frog, c'était ça. Oui, c'est exactement. Qui au départ, c'était pas du tout. C'était vraiment juste humoristique. Et c'est devenu carrément autre chose. C'est devenu un symbole de résistance envers la gauche. C'est devenu. Bref, même le fameux. Sur Reddit, notamment, j'ai vu ça passer souvent. Trump. Golden. Comment il disait ça? The Golden God Emperor of the United States. Quelque chose comme ça. C'est plus juste le président. Mais quand on creuse la source de ces premiers messages-là, comment ils sont venus, on commence à voir que c'est pas du tout. C'était même pas ses fans. C'était des gens qui voulaient utiliser le message, utiliser la situation pour finalement probablement exacerber les craintes, les peurs, l'anxiété de certains groupes, puis faire en sorte que on va déstabiliser justement le discours pour faire en sorte que l'information passe plus. Ce sur quoi on va se concentrer, c'est nos différences, la polarisation du discours social. C'est très difficile parce qu'on n'est plus dans un... Il y a tellement de trucs, hein, c'est tellement difficile de faire le partage des choses parce qu'on se rend compte. Faites juste penser au phishing. Je veux juste prendre le phishing. Vous arrivez sur un site, on a vu encore cette semaine. On a eu, c'est ça, je m'en allais dire, on a eu un bel exemple cette semaine encore. Ben oui, on a l'impression que c'est vraiment le site de Facebook. Non, rentre pas tes informations là-dedans, c'est pas le site de Facebook. Dans ce cas-là, c'était facile. Clique sur un des liens, il marche pas. Mais il y en a d'autres, tu vas cliquer sur le lien, tu vas avoir exactement la même page, mais non, c'est l'URL, le petit code dedans, à un moment donné, il y a une lettre qui n'est pas à la même place, puis c'est pour ça, éduquer l'utilisateur, c'est tout aussi important, je pense, que de développer des outils. Là. C'est exact. Je suis entièrement d'accord. Michel, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de trolls et de désinformation. Oui, je m'excuse, je me suis comme lancé. Là. Non, mais c'est parfait. Là. Écoute, on pourrait, nous connaissant, puis connaissant le type de travail qu'on a effectué sur ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement parler pendant 2-3 heures. Je vais te prendre, je te le prends. Ouais, un petit 5 minutes de plus, Jean-François. Okay. Parle-moi un peu de... Avant le podcast, tu m'avais mentionné l'utilisation des outils professionnels pour faire du personnel, finalement. Parlons un peu de ça, parce qu'avec le trolling, justement, on se rend compte qu'il y a une ligne un peu mince entre ce qu'on fait avec notre propre image à nous, puis ce qu'on fait avec nos outils de travail qui ne diffusent pas nécessairement la bonne chose pour les marques qu'on représente. Exact. Bon,
ce qui arrive, c'est que, bon, au début des années 2000, aller jusqu'à 2010, c'est maintenant quelque chose qui est connu et reconnu, puis qui a même été étudié. Euh, on parle du BYOD, du Bring Your Own Device. Donc, ça arrive au au début des années 2000, beaucoup plus vers 2010, où les entreprises désirent que leurs employés soient connectés, désirent qu'eux aussi fassent un grand pas vers le numérique. Comme il y a plusieurs modèles de téléphones intelligents qui sont disponibles, comme il y a plusieurs outils, puis comme les gens s'habituent de plus en plus à différentes manière d'utiliser ergonomiquement leurs outils. Il y a une philosophie qui s'est installée au sein des entreprises qui est de bring your own device. Donc, apporte ton téléphone, on va le brancher avec notre structure informatique, nos outils à nous autres. Tu vas recevoir le courriel, tu vas recevoir les choses sur ton téléphone. Je t'en paye une partie ou pas, ou peu importe. Mais cette philosophie-là s'est déployée dans les entreprises. Ce que ça l'a fait, c'est qu'en bout de ligne, ça l'a amené beaucoup de bien, entre autres pour le numérique, pour être capable de faire passer ça rapidement. Par contre, son revers, c'est que rapidement, les gens ont été pris à utiliser leurs outils personnels dans un cadre de travail. Ça veut dire que là, le double chapeau était très présent. Fait que, je pouvais autant écrire à mon frère ou à ma sœur sur Facebook pendant que je suis au travail que de répondre à un courriel professionnel à 10 heures le soir chez nous. Donc, ce lien-là est venu casser quelque chose au point de vue social, dans le sens où le chapeau travail-maison a un peu été mélangé. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand les gens sont au travail, quand les gens étaient au travail avec l'environnement informatique, ils étaient beaucoup plus respectueux de l'environnement informatique de l'entreprise, de la structure organisationnelle, plutôt que de la leur. Maintenant, avec ce croisement-là, ben, ça fait que là, il y a comme une zone grise, puis ça veut dire que je peux à tout moment utiliser sur le temps de travail mon outil personnel pour être capable de communiquer encore avec du personnel. Puis cette zone grise-là, mais ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a accentué les trolls. Parce que les gens au travail continuaient à avoir le chapeau maison, de réagir comme ils font généralement à la maison, plutôt que d'avoir leur chapeau travail. Puis ça l'a accentué cette tonalité-là, cette énergie-là sur le web. Puis ça l'a mis sur un fast track. Rapidement, on s'est rendu compte que c'était des choses qui pouvaient devenir problématiques, entre autres au point de vue des ressources humaines, puis entre autres au point de vue de la gestion de l'entreprise. Combien de fois est-ce qu'on a vu des entreprises être obligées d'agir parce que la personne avait utilisé un téléphone pour être capable de communiquer ou de véhiculer pas la bonne information ou peut-être pas la bonne photo non plus à différentes personnes. Ça l'a fait, c'était tellement rendu populaire que ça l'a été un des messages qui a été véhiculé contre Hillary Clinton, qui, elle, avait utilisé son courriel personnel pour être capable de divulguer de l'information. Avec un peu d'ironie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Là. Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais c'est simplement pour dire à quel point cette manière de penser-là, cette philosophie-là, s'est rapidement intégrée au sein des entreprises. Puis que finalement, oui, c'est un bon plaster à moyen terme. Par contre, sur du long terme, on voit que ça crée des problématiques. Puis ça a dénaturalisé le côté psychologique de la personne au travail, où on était vraiment capable d'avoir deux types de vie. Maintenant, c'est une personne, elle est comme elle est, puis il faut vivre avec. Ouais. Tu sais, il y a deux affaires. Le Paget, le Paget qu'on avait avant, là, Oui. c'est un peu ça. Chez vous, tu peux recevoir un message, ça commence de même.
Là, à cette heure, c'est non. Tant qu'à ça, c'est ton messenger personnel qui sert à communiquer pour des trucs professionnels. Tant Exact. qu'à t'avoir sur la page de l'entreprise, je peux-tu te parler direct? Ben oui. Ça, même moi, dans ma situation, ça m'arrive, là, je réponds avec ma page personnelle, mais je suis obligé de dire des fois, passe par ma page Oui. professionnelle. Écris-moi un courriel. C'est même ce que je suis obligé d'enseigner à certains clients. Oui. C'est pas un cas là, dans mes 7 dernières années, c'est des dizaines. Mhm. Des gens qui vont répondre avec leur page personnelle pour des soucis professionnels. Et ce que ça fait, c'est que la distance est difficile. Tu ne représentes pas l'entreprise, tu parles en ton nom. Oui. Tu te ramasses avec quelqu'un avec qui tu t'entends moins bien personnellement. Si tu es employé, tu réponds bête un peu ou tu réponds froidement, le client n'est pas content, il y a un conflit qui éclate. C'est pas toi qui a un problème, c'est l'entreprise qui en a un. Exact. Fait que, si on rentre en plus dans des contextes politiques ou des discussions qui dérapent, en tout cas, c'est ça. Les problèmes peuvent arriver très rapidement. Là. Très, très rapidement. Écoute, Michel, l'emphase est sur toi. Ah! À chaque fois. Écoute, de ton côté, les usines à trolls, comment qu'on règle ça? Je vais parler comme un gars qui maîtrise la situation. Il faut éduquer les gens, puis il faut trouver une façon de faire en sorte que les outils nous facilitent le travail de départager le vrai du faux, ou au moins nous offrent des occasions de confronter nos certitudes avec d'autres types d'informations. Mais bon, c'est utopique un peu parce qu'entre toi et moi, j'ai pas de contrôle tant que ça là-dessus. Là. Le meilleur outil, je pense, ça reste, faudrait créer une charte du citoyen numérique, enseigner ça dans les écoles le plus tôt possible, démoniser, arrêter de démoniser les outils C'est numériques, ça. plutôt revenir au fait, c'est des outils, Mm. faut apprendre à l'utiliser de la bonne façon. Exact. Michel, c'est maintenant le temps de l'infâme pot. Écoute, on a eu un sujet aujourd'hui qui pourrait nous permettre de continuer à en discuter avant plusieurs heures encore. On a 45 minutes lundi encore, hein, fait Ouais, que, c'est en plein ça. Le... Oh, on a un sujet qui peut venir en complément puis qui peut amener quelque chose d'intéressant. Pourquoi automatiser sur plusieurs plateformes sociales? Ah, ouais, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Justement, peut-être pour arrêter de... Là, je suis là, je suis là. Non, je suis pas là. Ah, je t'entends. Oui, 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 mais c'est juste que moi, je me vois flou. Puis je te confirme que je le suis. Euh, donc, c'est ça, c'est comment être capable de jouer avec ça, puis quoi faire, justement, pourquoi automatiser, Ouais. puis ben, comment être capable là, de réutiliser au mieux toute cette information-là. Hmm. Ouais, ben, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un peu l'autre fois que tu m'avais surpris là, avec le sujet, toi, tu l'avais pris d'un sens, moi je l'avais pris de l'autre. Il y a Oui, deux façons qu'on peut prendre le sujet. Un, les exact. gens, pourquoi c'est intéressant d'automatiser tes publications sur Facebook, admettons. Oui, Mais de l'autre, comment répondre à ça? Comme il y en a là, qui automatisent et qui en mettent du message qui circule sur plusieurs pages différentes énormément. pour justement faire du trolling. Oui. Ouais, ou de la désinformation. Fait que, Mhm. je trouve ça très intéressant comme sujet. Puis oui, comme tu dis, ça fait une bonne suite logique à celui qu'on avait aujourd'hui. Parfait, ça, super. Fait qu'on va être capable de se revoir là-dessus. Je remercie tout le monde dans le chat de nous avoir suivis. Michel, projet qui s'en vient? Ouais, c'est l'heure qu'il faut que je me déshabille, je pense, Oh, pour encore? faire un. Ah ouais, encore. On T'as veut. vu des vidéos, hein? Ah, Ouais, encore. oui, tu vois, on parlait de troll. Ouais. Non, c'est parce que, tu sais, lundi, on veut annoncer quelque chose. Tu sais, les prochaines étapes de nos projets, là. Oui, Mais moi, tantôt, dans le fond, là, je me change. Je passe du professionnel au gars un peu fucké, là. Euh, je vais aller streamer Resident Evil 8 de Village dans quelques oui, minutes. En fait, on se laisse, puis je vais faire ça avant le souper. Fait que, t'embarques on se là-dessus. laisse. Je prends 5 minutes pour me prendre un petit verre d'eau, me mettre de l'eau d'en face pour me réveiller, puis Super. peut-être avoir l'air en confiance. Là. Oui. Entre toi et moi, Resident Evil, je suis un peu chicken. Fait que ouais, ça, c'est mon projet à court terme. Lundi, Jean-François, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire lundi, non?
Lundi, on a notre podcast, qui est le podcast du guide du marketing, dans lequel justement on va revenir un peu sur les différentes options, les différentes manières là, de gérer ces trolls-là, essayer de trouver du concret. On va encore parler du citoyen numérique parce que c'est tellement imbriqué un dans l'autre. On va revenir sur les boléens, ça va être quelque chose qui va être super le fun. Je pense que tu vas avoir quelque chose à nous présenter aussi, Michel. Ouais. Une chose dont moi je voulais te parler, c'est l'étiquette. Aujourd'hui, je voulais pas trop en oui. parler parce que c'est très concret, mais Ben lundi, je veux qu'on amène des exemples de bonnes étiquettes à mettre sur ces puis pages. j'en ai des bonnes. Il y en a qui sont super bien faits. Puis c'est tellement essentiel maintenant d'avoir une étiquette sur ses réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes sur lesquelles on est. Ouais. Donc c'est super important. Même j'en ai une même dans le chat. Déjà là, vous allez être capable de voir dans ma bio, il y en a une qui est là, les règles pour le chat. Qu'est-ce qui est là? Et pas écrire en cap lock, oui, c'est ça. Écrit en cap lock, naturellement. Donc, tu vas voir, mon robot va se fâcher. Ça y est. On l'a vu dans d'autres podcasts que mon robot, des fois, il est un peu plus zélé que moi. Là. Fait qu'on va être capable de voir ça aussi. C'est une chose qu'on pourrait aborder aussi, être capable d'utiliser les robots, puis utiliser les mots-clés, puis utiliser des mots pour... exact, on était en plein dedans. Fait que lundi, ouais, il y a ça, moi je veux t'amener, là, la fameuse étiquette. Puis comme tu viens de mentionner, je pense qu'on va ajouter ça, les robots, parce que on veut parler un peu aux streamers aussi dans les prochains temps. Oui. Je pense que ça peut être une bonne façon, parce que toi puis moi, écoute, on n'a pas des milliers de personnes à gérer encore, pas pour l'instant. Mais quand t'en as justement plusieurs dans le chat en même temps, tu peux pas le faire manuellement. On a parlé à Jaco de la petite équipe là, récemment, justement, dans un podcast hors série. Vous irez le voir sur YouTube. C'est un de ceux là, qui a eu beaucoup d'activités. Puis il y a eu plusieurs personnes qui ont participé. Mais Jaco a ça à gérer, lui, à tous les jours, parce qu'il stream des fois 5 jours par semaine. Plus de 7000 fans, c'est au-dessus de 100-110 personnes qui sont connectées en même temps à toute heure pendant leur podcast. Donc, ça demande une gestion continue du chat, des différentes informations, mais c'est pas vrai qu'on peut faire ça tout seul. Là. Il y a une équipe alentour de ça, puis il y a des robots alentour de ça. Fait qu'on pourra en discuter ensemble, voir comment on peut réussir à gérer mieux ça. Ouais. Fait que ça, puis on monte le sketch pour la première fois. Oh, on montre? Ouais, tu sais, show don't tell. Là. Show don't tell. On l'a mentionné souvent, j'ai mon chandail niaiseux, mon chapeau, les gens l'ont vu, j'ai ma nouvelle chaise jaune. Hein. Comme une thématique de jaune. Ouais, fait que, attendez, le logo il est vert, non, c'est ça. Le logo il est jaune, on va montrer ça lundi. J'ai vraiment hâte de le présenter. Écoute, moi ça fait, je disais 18 mois aujourd'hui, je me demande si ça fait pas plus longtemps que ça que j'y pense. Puis toi, ça fait 1 an, là, je t'en ai parlé. Ça fait un peu plus que 12 mois maintenant là, qu'on discute du projet, puis des différentes patentes qu'il y a alentour de ça, puis qu'on philosophe un peu là-dessus. Mais je pense qu'il va y avoir des belles nouveautés là, dans les prochaines semaines pour bien saisir où on s'en va avec ça. J'ai vraiment hâte parce que moi, c'est un gros morceau quand même. Et ça reste mon entreprise Remédia, tout. Mais ça, c'est l'endroit où je veux triper en affaires. Fait que merci Jean-François de t'être joint à cette initiative-là. On fait le podcast déjà, mais là, on passe à la deuxième étape en montrant le logo. Là. On va aller avec quelque chose de concret finalement. On va arrêter de philosopher comme moi, je suis habitué de le faire. Show don't tell. C'est en plein ça. Michel, un grand merci pour la semaine, grand merci pour le podcast. Merci aux personnes dans le chat. C'était fort apprécié. Merci pour vos interventions. J'ai essayé d'en prendre le plus possible. Il y en a que j'ai pas malheureusement pas lu, mais merci aux personnes qui sont passées. Puis YouTube, on est sur YouTube directement lundi matin. Le vidéo va être là. Si vous avez manqué des bouts, vous allez avoir la possibilité d'aller voir ce que vous avez manqué. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur les plateformes en ligne où tous les podcasts sont disponibles. Donc, la plupart de ceux qui sont là, on est sur Spotify, on est sur Amazon, on est sur Apple, on est sur Google Podcast, on est sur Balado Québec, on est sur un paquet de plateformes.
allez nous voir. On a plusieurs écoutes audio qui sont faites là aussi. Je vous remercie les personnes qui nous écoutent en audio. Puis c'est toujours un grand plaisir là, d'être capable de discuter avec vous. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, soit live dans le chat, allez commenter sur YouTube, inscrivez-vous sur YouTube, suivez-nous, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Puis ben sur ça, ben Michel, on se revoit très bientôt. Toi, tu streams tantôt. On va passer, je vais faire un coucou. Puis lundi, on se revoit pour notre autre podcast. Ça va être diffusé ici, exceptionnellement, sur la chaîne de Googoulet. Je vous remercie tout le monde. Passez une belle Merci semaine. Jean-François, merci tout le monde. Bonne semaine. Là.